En temps de guerre, c'est bien connu, la propagande se porte bien. Dans tous les camps d'ailleurs. Comment y échapper? Une solution toute simple consiste à examiner le discours du camp adverse, non censuré, pour en tester la cohérence et la conformité aux faits. De plus, pour bien comprendre les causes du conflit et donc éventuellement y trouver une solution, il importe de s'en référer au discours de l'acteur principal. J'ai déjà analysé le discours d'entrée en guerre de Poutine dans ma précédente vidéo, ce qui me permet un certain nombre de conclusions intéressantes. Ainsi, on a pu déterminer quels étaient ses véritables motifs. Et c'est vraiment quelque chose qui manque. On ne trouve guère sur le web que des retransmissions non commentées de ces discours, et compte tenu du manque de discernement de certains, cela alimente la propagande. Tout l'intérêt du présent travail et de sa diffusion, tâche qui vous revient, si vous la jugez utile, bien sûr. L'intérêt est d'ailleurs plus large, car il s'agit d'un exercice pour apprendre à ne pas se laisser manipuler en général, pour développer son esprit critique. Vu que ce discours était un peu long, je n'avais pas repris chacune de ces phrases. J'avais cependant repris les idées essentielles. Or, je viens de trouver une réponse qu'il fait à un journaliste russe à l'occasion d'une conférence de presse en fin 2014, qui ne fait que 4 minutes, mais que j'ai trouvée particulièrement instructive. Il y est question en particulier d'une histoire de petit ours digne d'un conte pour enfants qui va nous offrir une approche plus psychologique du problème. Quelques rappels pour comprendre. En février-mars 2014, il a annexé la Crimée, qui appartenait, je rappelle, donc à l'Ukraine, d'où un certain nombre de sanctions. Monsieur le Président, ce qui se passe actuellement avec notre économie, est-ce le prix pour la Crimée? C'est maintenant le moment de l'avouer honnêtement. Nous allons apprendre dans sa réponse que les sanctions suite à l'annexion de la Crimée seraient responsables d'environ 25% des problèmes économiques russes de l'époque. Cela, du moins, serait la réponse factuelle. Mais il va surtout dire que non, ce n'est pas le prix de l'annexion de la Crimée, mais c'est le prix pour notre désir naturel de pouvoir subsister en tant que nation. Voilà qui est pour le moins étonnant, car la survie de la Russie en tant que nation n'a jamais été remise en cause. Et surtout, en quoi l'annexion de nouveaux territoires, ce qui correspond à une expansion, serait équivalente à une nécessité de survie? N'y a-t-il pas là une sorte d'inversion du réel? Et même si l'on considère que la Crimée a fait partie de la Russie dans le passé, et que donc en se transposant en quelque sorte à ces époques anciennes, il considère cette expansion comme l'évitement d'une amputation, la Crimée n'était qu'une partie infime du territoire russe. Parler de survie, même dans cette perspective anachronique, semble excessif. Et puis le territoire russe, comme celui de toutes les vieilles nations, a constamment évolué au cours du temps. La Russie n'en a pas pour autant cessé d'exister. Il faudrait pour cela qu'elle n'ait plus de territoire du tout. D'où l'absurdité du truc, ce qui ne devrait échapper à aucun humain rationnel et donc mentalement autonome. Non, ce n'est pas le prix pour la Crimée. C'est le prix pour notre désir naturel de pouvoir subsister en tant que nation, en tant que civilisation, en tant qu'État. Alors ça fait toujours bien de parler de civilisation. Ça dramatise. Dramatisation qui, par son impact émotionnel, éclipse notre rationalité et aide ainsi à nous faire gober des invraisemblances. Et cela pour les raisons suivantes. Tout à l'heure, lorsque j'ai répondu à la question de votre collègue qu'après la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'URSS, on s'est totalement ouvert à nos partenaires occidentaux. Alors, qu'entend-il par totalement ouvert? C'est un peu vague. Et l'adverbe totalement est surtout excessif. Toutes les douanes n'ont pas été supprimées, ni les archives des services secrets n'ont été ouvertes, évidemment. On a donc là, clairement, encore une présentation biaisée des choses. Et qu'est-ce qu'on a pu voir ensuite? Le soutien direct et total du terrorisme dans le Caucase du Nord, c'était de l'aide en direct. Comprenez-vous? Alors là, par contre, il semble se référer à des faits précis. Mais sont-ils réels? Or, si l'on se renseigne un peu, on découvre que, et je vous invite à le faire, les Occidentaux n'ont pas soutenu le terrorisme dans le Caucase du Nord. Enfin, en Tchétchénie en l'occurrence surtout.
Et cela se comprend pour deux raisons. La Tchétchénie, contrairement à la Crimée, faisait partie de la Fédération de Russie, et on était donc là face à un cas de sécessionnisme, comme la Crimée vis-à-vis de l'Ukraine d'ailleurs, que les Occidentaux n'ont pas soutenu non plus, ce qui est cohérent de leur part. Poutine, par contre, a écrasé les indépendantistes tchétchènes dans le sang par deux guerres. D'où, il est vrai, des protestations de quelques ONG humanitaires. Alors, si c'est ça qu'il appelle un soutien direct des Occidentaux, bon, ça va, quoi, hein. Alors, deuxièmement, les Tchétchènes sont musulmans, et vu la violence à laquelle ils ont été confrontés, certains se sont tournés vers des organisations plutôt peu appréciées dans le camp occidental, genre Al-Qaïda, par exemple. Alors, soutien direct peut-être, mais pas de la part des Occidentaux. En tout cas, je n'en ai trouvé trace nulle part. Alors, si quelqu'un a quelque chose, je suis preneur. C'est ainsi qu'agissent des partenaires? Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est un fait et tout le monde le sait. Alors, on appréciera ici le « c'est un fait et tout le monde le sait », sans doute destiné à appuyer sa thèse sans se donner la peine de la prouver, ce qui s'avère, comme on vient de le voir ici, particulièrement difficile. Ce genre d'affirmation péremptoire est d'ailleurs une technique de manipulation bien connue, importance de, donc, vérifier ce que les gens disent. Dans chaque question, quoi qu'on fasse, on aboutit toujours à des problèmes, à des résistances et à des luttes contre nous de la part de l'Occident. Alors, toujours, bon, là encore, on sent l'exagération, destinée à se poser en victime et à diaboliser des méchants. Que va-t-il donc trouver d'autre, après quelques protestations d'ONG bien compréhensibles face à un massacre de grande ampleur, comme agression de la part de l'Occident? Rappelons-nous les Jeux Olympiques de 2014 à Sotchi. De quelle manière notre pays s'est préparé pour cet événement, avec quel enthousiasme et quelle joie nous l'avons fait? Avec ces Jeux Olympiques, nous avons voulu organiser une fête non seulement pour nous, mais aussi pour les amis du sport du monde entier. Et c'est un fait réel qu'on a essayé comme jamais auparavant, et jamais avec une telle ampleur, et jamais de façon aussi clairement coordonnée, de discréditer et de calomnier non seulement les préparations pour les Jeux, mais aussi les Jeux Olympiques eux-mêmes. Là encore, on a une contre-vérité qu'il est aisé de débusquer. Les Jeux Olympiques de Moscou en 1980 ont été boycottés par une cinquantaine de pays, dont les États-Unis, à cause de l'invasion de l'Afghanistan. Quant aux Jeux Olympiques de Sotchi de 2014, ils n'ont été boycottés par aucun pays. Pas même la Géorgie, dont la Russie avait annexé plus ou moins, quelques parties 6 ans auparavant. Donc, de toute évidence, ce n'est pas comme jamais auparavant. Alors sinon, oui, il y a eu quelques appels au boycott. De la part d'un ministre tchèque qui a trouvé, je cite, que organiser des Jeux Olympiques au voisinage immédiat d'un lieu où l'on a massacré et mené une guerre d'agression est une idée étrange. De BHL, qui ne représente pas l'Occident, je rappelle, et c'est à cause, lui, donc, des événements de l'Euromaïdan, donc déjà à l'Ukraine à l'époque, et de quelques associations homosexuelles, à cause de l'oiseau homophobe que notre chef d'État avait fait passer quelque temps auparavant. Notons en passant que l'annexion de la Crimée a eu lieu quelque temps après les Jeux Olympiques. Et on peut penser que c'est peut-être un peu volontaire de sa part, parce que s'ils avaient eu lieu avant, c'est vrai qu'il y aurait peut-être eu du boycott dans l'air. Mais en l'occurrence, non. C'est un fait évident. Mais pourquoi cela? Qui a besoin de cela? Et ça continue sans fin. Le fait évident, ici, c'est qu'il monte en épingle les moindres contestations pour se poser en victime. Parce que oui, c'est vrai, dans la vie, les choses ne se passent pas toujours très bien. Parfois des gens qui vous critiquent, ça peut arriver. On sent là, dans cette façon de ne voir que le négatif, et même de le grossir un peu artificiellement, bien au-delà de sa taille réelle, comme un léger biais de persécution. Biais qui semble se confirmer ensuite par une histoire d'ours. Lors de la réunion du club Valdai, j'avais déjà utilisé l'image de l'ours russe. Pour beaucoup de gens, l'ours symbolise la Russie. À ce moment-là, j'avais comparé la Russie à l'ours qui protège sa taïga. Si nous continuons à analyser cette image de l'ours,
Alors moi-même, j'ai parfois la pensée que notre petit ours devrait effectivement se tenir tranquille et qu'il devrait arrêter peut-être de chasser les marcassins à travers la taïga et à la place manger peut-être seulement des baies et du miel. Alors vous aurez noté que, étrangement, l'ours russe est petit. Ce qui est un peu contradictoire avec la taille du pays, sans même parler de sa force militaire. Et que bien sûr, on ne le laisserait pas tranquille, le pauvre petit. Mais étrangement, vous voyez, on demanderait à l'ours de devenir vegan, peut-être le côté viril de la chasse, à rapprocher de son homophobie, peut-être un truc là, enfin bon. Puis, écoutez bien maintenant la phrase qui, à mon avis, est vraiment la plus déterminante et dont on notera le caractère affirmatif. Peut-être qu'alors on laisserait l'ours tranquille. Non, on ne le laissera pas tranquille parce qu'on voudra toujours enchaîner l'ours. Pourquoi donc voudrait-on toujours enchaîner l'ours? Le terme problématique, là, est toujours. N'y a-t-il pas d'autres modes d'interaction sociale possibles? C'est là qu'on voit que quelque chose ne va pas dans ces perceptions. Pourquoi attribuer à l'extérieur une seule action possible, en l'occurrence particulièrement hostile? Peut-être que pour éviter la guerre, sa prolongation, faudrait-il expliquer à Vladimir que non, l'extérieur ne lui veut pas forcément du mal, et encore moins du mal à la Russie, à laquelle il s'identifie. On pourra également noter qu'une telle vision est alimentée par une société fondée sur les pouvoirs, les rapports de domination, celle où nous vivons depuis des millénaires, ce qui engendre évidemment des conflits, d'où l'importance de concevoir, de proposer d'autres choses, comme je le fais d'ailleurs sur cette chaîne. Et dès qu'ils y arriveront, ils arracheront les dents et les griffes à l'ours. Mon Dieu, mais c'est terrible. C'est vrai que lorsqu'on voit un ours, on n'a qu'une envie, moi je sais pas vous, mais effectivement, c'est lui arracher ses dents et ses griffes. Pourtant c'est bizarre parce que de nos jours, on a plutôt tendance à protéger les animaux. Vous vous rendez compte les vociférations de Brigitte Bardot, si quelqu'un ferait ça? Mais dans son monde, lui, apparemment, il est entouré de sadiques, visiblement. Alors, cette métaphore des dents et des griffes a toutefois une signification particulière qui l'explique ensuite. Notre langage moderne, cela représente les armes nucléaires de dissuasion. Intéressant. On voit que ce à quoi il tient par-dessus tout, c'est à ses armes, à sa force, précisément à ce qui peut faire mal aux autres. Sympa le petit ours. Dès que cela arrivera, que Dieu nous en protège, l'ours lui-même deviendra inutile et on s'appropriera la taïga. Et la focalisation exclusive là-dessus est révélée par le terme « inutile », comme si en dehors des rapports de force et de la violence, rien n'existait pour lui. Et à noter aussi la notion d'appropriation, qui, comme je l'ai rappelé en d'autres occasions, est un rapport de domination, et donc une source de conflit. Suit une énième invention fort peu crédible au service de sa paranoïa. Car à plusieurs reprises, nous avons entendu de la bouche de représentants presque officiels de l'Occident qu'il est injuste que toute la Sibérie, avec ses ressources illimitées, n'appartienne qu'à toute la Russie. Mais qui aurait pu dire une chose pareille? N'est-il pas évident pour tout le monde que la Sibérie fait partie de la Russie? Et évidemment, là encore, aucune indication sur l'identité de ces représentants presque officiels. Si quelqu'un en sait plus, je suis preneur, bien sûr. Est-ce donc injuste? Eh non, personne n'a dit qu'il était injuste que la Sibérie fasse partie de la Russie. Et ça n'a pas de sens vraiment, d'ailleurs, de parler de justice ici. La localisation des pays est le résultat d'une histoire de conquête, de lutte pour le pouvoir. Et voilà. Et en l'occurrence, la Sibérie fait partie de la Russie depuis longtemps et c'est un fait que personne ne nie. Arracher le Texas au Mexique, c'était donc tout à fait correct? Alors voilà, pour comprendre, il faut savoir que le Texas a fait partie du Mexique, après avoir été d'ailleurs français et espagnol, sauf qu'il n'a pas été précisément arraché au Mexique. Il a d'abord recherché et obtenu son indépendance, puis, une dizaine d'années plus tard, pour des questions de sécurité, si vous voulez, il a effectivement rejoint les États-Unis. Et il faut dire aussi que le Texas était peuplé majoritairement d'anglo-américains. Voilà qui fait penser plutôt, vous voyez, un peu au cas de la Crimée et du Donbass. La Russie envisagerait-elle d'arracher ces territoires à l'Ukraine? Pas bien. Alors, si l'on cherche à comprendre ce que cette question saugrenue vient faire ici, il semble que ce soit une pique destinée aux États-Unis
dont la possession du Texas ne serait pas juste. Mais alors, que dire de la Crimée, pour laquelle l'intervention du grand frère a été un peu plus évidente, et la demande de rattachement un peu plus rapprochée de l'accession à l'indépendance. Là, c'est moins de 24 heures. Hein. Que nous vivions sur notre propre territoire, ce serait donc injuste et... Alors là encore, hein, qui a dit que vivre sur son propre territoire ne serait pas juste? Évidemment, personne. Pour cela, on devrait diviser nos terres? Qui lui aurait demandé de diviser ses terres? Personne. On lui a seulement reproché de conquérir de nouvelles terres. Alors, j'entends bien que le problème ici vient de ce que ces nouvelles terres, il les considère comme siennes, via un retour en arrière dans l'histoire. Mais alors, le Mexique va-t-il revendiquer le Texas, sous prétexte que l'on aurait divisé ses terres? À moins que l'Espagne en envisage de reconquérir toute l'Amérique centrale pour reconstituer son ancien empire. Et pourquoi pas les Incas? Bon, on arrête les conneries là? Ou dois-je poursuivre avec les Italiens, qui vont peut-être reconquérir tout le bassin méditerranéen pour reconstituer l'Empire romain? Et les Mongols, qui par leur extension au XIe siècle avaient rayé pratiquement la Russie de la carte. Tu en penses quoi, Vladimir? Où l'on voit que ce genre de retour en arrière, compte tenu du caractère erratique et mouvant des empires du passé, ne peut aboutir nulle part sinon à un chaos perpétuel, ou plutôt d'ailleurs une extinction de l'espèce, au vu des technologies actuelles. Mais revenons-en aux mésaventures de notre petit ours. Et dès que les griffes et les dents ont été arrachées à l'ours, alors on n'aura plus besoin de l'ours, on fera de lui une descente de lit, un ours empaillé. Sort peu enviable, en effet, que celui d'une descente de lit. Et l'on comprend mieux son côté combatif, la peur. On se rappellera d'ailleurs que notre champion d'arts martiaux était un enfant bagarreur. Il semble que l'on tienne là la racine psychologique du problème. Et donc, il ne s'agit pas du tout de la Crimée. Il s'agit de défendre notre autonomie, notre souveraineté et notre droit d'existence. C'est ça que nous devrions tous comprendre. Et non, évidemment pas, justement. L'autonomie, la souveraineté et a fortiori l'existence de la Russie sont amplement garanties. Ne serait-ce que par sa force de dissuasion nucléaire. Tout le monde n'a pas cette chance. Donc si, ces sanctions sont bien la conséquence d'une politique expansionniste dont on a raison de se méfier. C'est ça que nous devrions tous comprendre. Parce qu'en plus, il veut entraîner d'autres personnes dans son délire. Non, ce que nous devrions tous comprendre, c'est que la réalité est un truc bien défini qui ne peut être remodelé par des artifices rhétoriques. Ce que nous devrions tous comprendre, c'est que le fanatisme nationaliste, surtout lorsqu'il cherche à revenir en arrière, représente un danger pour l'humanité. Ce que nous devrions tous comprendre, c'est que le pouvoir est une drogue et que les dictateurs, pour satisfaire leur addiction, ont souvent recours au nationalisme, voire à des entreprises militaires hasardeuses qui s'arrangeront bien sûr pour présenter comme légitimes. Et donc, quelle solution? Une éducation humaniste? Un système politique qui nous préserve de la dictature? Qui nourrisse moins la compétition? L'ego? Mais tout ça, c'est pas pour l'immédiat. Alors quoi? Dans ce qui suit, on va s'apercevoir que les sanctions économiques ne sont peut-être pas la solution. Si nous partons du fait qu'à peu près 25% de la situation de notre problème économique actuel est causée par les sanctions occidentales, et c'est ainsi, ces sanctions sont de 25 et 30% responsables de la situation actuelle. Nous devons comprendre cela et décider si nous voulons nous maintenir et combattre, et ce faisant, nous améliorons notre structure économique en utilisant les sanctions comme tremplin. Et ainsi, nous deviendrons plus indépendants, renouvelés par ces temps difficiles. Il est vrai que la Russie, disposant de beaucoup de ressources naturelles, elle a de quoi renforcer son indépendance. Mais quelle autre solution? La solution militaire étant particulièrement coûteuse et dangereuse dans le cas qui nous occupe. Eh bien, pourquoi pas des explications, comme je tente de le faire ici. Par exemple, il semble que notre homme d'État soit chrétien.
Or, le message du Christ consiste-t-il à recourir à la force au moindre soupçon, à se méfier les uns des autres, à former des clans? Non, c'est exactement l'inverse. Après, son christianisme n'est sans doute que de façade, au service de son image. On peut en effet penser que son image lui importe au vu de la peine qu'il se donne pour se justifier. Or, de nombreuses personnes, en Russie et ailleurs, sont apparemment sensibles à ces discours, d'où l'intérêt du présent débunkage. Je résume. Ces sanctions ont eu un impact sur l'économie russe, il vient de dire qu'il est de 25%. Mais, afin de ne pas y céder, il fait en quelque sorte une pirouette rhétorique, en transformant par la magie du discours irrationnel la situation réelle, où la première puissance nucléaire mondiale n'a pas grand-chose à craindre pour sa sécurité et se lance dans des opérations militaires expansionnistes, en une situation imaginaire, ou d'un petit ours qui serait constamment persécuté parce qu'on voudrait en faire une descente de lit ou une tenture murale. Et ça n'a pas l'air d'étonner grand monde, tant le monde manque apparemment de rigueur logique. Un dictateur ne peut se maintenir en place seulement par la force et la terreur. Il doit aussi obtenir le soutien d'une bonne partie de la population. Et pour ce faire, il recourt souvent à la manipulation. D'où l'intérêt de contrecarrer cette manipulation. Mais comment? Eh bien, en faisant une analyse du discours, comme je viens de le faire, donc dans ces 2 dernières vidéos. Et en la diffusant, sinon ça sert à rien. Tâche qui vous incombe maintenant. Moi, j'ai fait ma part. Tâche d'autant plus importante que les victimes de cette propagande sont nombreuses, pas seulement en Russie. Parcourez un peu le net, les commentaires, vous allez voir. Tâche d'autant plus importante que cette propagande est néfaste en elle-même. Elle conforte dans une vision simpliste des choses et en désignant un bouc émissaire, alimente la haine. Tout cela est un facteur de conflit sur le long terme. Bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord avec un truc, n'hésitez pas non plus à expliquer votre position, comme je le fais moi-même. C'est comme cela, en argumentant avec logique, que l'on progresse, que l'on sort de la guerre. Merci.